Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette émission Un homme, un concept. Je rappelle que dans cette émission, nous essayons de dépassionner le débat, nous essayons d'analyser froidement les questions majeures de l'heure ici en République démocratique du Congo. Et cette semaine, elle reste dominée par les consultations entamées par le nouveau Premier ministre Bruno Tshibala, sur fond des différentes tensions, controverses, surtout dans le centre du pays. Mais également, on va essayer de dresser un petit bilan du gouvernement sortant, Badibanga, pour parler de toutes ces questions, de ces sujets. Retrouvez avec moi Atiska Bongo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Élisée. C'est la première fois de vous recevoir, non seulement dans cette émission, mais à Congo Web. Merci. Vos premières impressions par rapport à la chaîne? Merci beaucoup, je me sens honoré. Vous l'avez bien dit, c'est la première fois qu'on me reçoit ici chez Congo Web. Là, je souhaite toutes les bonnes choses à l'équipe de Congo Web, en commençant par votre chef, Chabani Record. M. Chabani Record. Chabani Lissassi, dit Record. Oui, que je connais très bien, je le salue. Il fait un bon travail, ça fait longtemps qu'il est dans ce domaine. Vraiment, coup de chapeau à toute l'équipe technique, administrative et tant d'autres. Je me sens honoré, ça me va. Vous êtes ministre sortant de l'environnement et développement durable, mais également député national du territoire de Katanda. Nous sommes là dans la province du Kasaï-Oriental. Oui. Mais on commence par parler de vous en tant que ministre sortant. Comment vous sentez-vous? Oui, Madame Élisée, très à l'aise. On est avec notre morale au beau fixe. Vous expédiez les affaires courantes? Oui, nous expédions les affaires courantes en attendant que la nouvelle équipe gouvernementale soit mise en place. Vous l'avez bien dit lorsque vous avez introduit l'émission, que le nouveau Premier ministre était en pleine consultation de la classe politique congolaise. Il consulte toutes les composantes qui ont fait partie de ce long chemin de dialogue en dialogue. On parle bien du dialogue de la Saint-Claude. Oui, le dialogue de la Saint-Sylvestre, puis-je dire, est découlé de notre dialogue de l'OIA. Bref, de négociation en négociation, voilà, aujourd'hui, nous avons une solution sur table. Il y a un Premier ministre qui vient d'être nommé, issu du rang du rassemblement de l'opposition politique. Voilà, nous attendons que cette équipe soit constituée et mise en place. Il faut dire que là, vous expédiez les affaires courantes, mais vous n'avez pas vraiment eu l'occasion de travailler. C'est comme si tout au long de ces 3 mois, vous n'avez fait que ça, en fait. Non, pas tellement pour dire que nous n'avons pas travaillé. Nous avons suffisamment travaillé, bien sûr, mais un travail un peu dosé. Vous le saviez très bien que notre problème traverse un peu de moments très difficiles sur le plan politique et même sur le plan social et économique. La politique de notre pays a souffert, ça fait presque une année, avec ce problème lié à la non-organisation des élections qui fait couler de l'encre, de salive, comme vous le saviez, toutes les institutions de la République, en commençant par la présidence. Et le reste était fin mandat. Légitime. Était fin mandat, pas illégitime, fin mandat, deuxième mandat. Alors, il y a eu des problèmes liés à l'organisation des élections. La classe politique congolaise a convergé vers un dialogue. Et ce dialogue a produit des effets. Et voilà, je reviens à vous dire que la situation politique n'a pas permis l'exécutif de bien... Justement, on fait ce parallélisme-là avec votre situation actuelle. Et au moment où vous avez pris vos fonctions, on a vu que la marge de manœuvre était assez réduite. Et ça ne vous a vraiment pas permis de vous déployer comme il se devait. D'abord, il y a un incident aussi majeur qu'il faut signaler, que c'est vers la session ordinaire de la fin de l'année passée, cette session qui est essentiellement budgétaire, dont il n'y avait pas eu un gouvernement en place qui pouvait défendre le budget de la République. Cela a fait que le gouvernement Badibanga, qui est sortant aujourd'hui, est arrivé installé sur base d'un crédit provisoire, comme vous le saviez. Tout ça, c'est pourquoi j'évoquais que la politique a pesé un peu sur le système dans toute son entièreté, c'est-à-dire même au niveau de l'économie, du social, de la politique.
les incidents ont fait que les choses n'ont pas été bien placées. Donc, c'est un peu ça. Mais nous nous sommes dépassés quand même. Nous avons pu gérer au quotidien notre pays. Donc, vous avez fait du mieux que vous pouvez, mais le résultat escompté n'a pas été au rendez-vous, hein, quand même, sur tout le plan. Hein. Madame Élisée... Est-ce que vous avez un aspect que vous pouvez nous présenter comme étant une réussite en l'espace de 3 ans? Je vous parlerai plus de mon ministère. Par exemple, au niveau du ministère de l'Environnement, nous avons fait des avancées très remarquables. Nous avons eu quand même à d'abord remettre l'ambiance du travail au sein du ministère. Ce ministère qui était presque un peu non visible sur le terrain. Nous avons redynamisé toutes les structures, nous avons réorganisé l'administration, nous avons mis en place un cabinet fort, nous avons essayé de faire le tour d'horizon de tous les projets, nous avons assaini le personnel au niveau des structures et toutes les institutions qui sont sous la tutelle du ministère. Bref, nous avons mis une bonne ambiance du travail d'abord. Qui peut être remise en cause d'ici là aussi, c'est ça? Je ne pense pas. On aime bien faire le tabula rasa ici. Non, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Un travail bien fait, comment on peut le faire tabula rasa? Ça, c'est vous qui le dites. Si celui qui vient estime que non, vous n'avez pas placé les bonnes personnes là où il faut, il fait table rase. Hein. Il met les tiens et on recommence à... Je conçois mal qu'un homme d'État vient trouver un travail déjà entamé. Par exemple, nous nous sommes mis à préparer une vraie ambition de la RDC en tant que puissance environnementale. Notre pays est deuxième poumon vert au monde. Sur après papier, le Brésil. Hein, parce que d'autres commencent déjà à bénéficier, par exemple, de fonds verts. Madame Élisée, je vous dis, nous sommes deuxième poumon vert au monde et la RDC continue à confirmer cette place parce que ça fait un temps que notre pays a mis en place une très bonne politique de la lutte contre la dégradation des forêts et la déforestation. Nous avons tout un processus raide qui ne fait que jurer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et dernièrement, avec le programme intégré de Maïndombe, nous étions le premier au monde et nous le sommes jusqu'aujourd'hui. Il faut dire ça à notre peuple parce qu'on essaie de dire que tout ne marche pas au Congo. Non, je vous dis que nous sommes le meilleur pays au monde en termes du programme de la réduction de l'émission de gaz à effet de serre. Les bénéfices dont bénéficient certains pays. Écoute, on a beau être premier, mais quand les dividendes vont chez les 4e, 3e, 5e... Non, mais je vous dis que d'ici 2 mois, la RDC va signer un grand contrat. Un grand contrat qui sera signé avec la Banque mondiale en termes de vente de crédit carbone, je vous l'informe. C'est tout un processus, madame. Moi, j'ai toujours voulu expliquer aux gens que dans un processus, dans un travail, dans un projet, il y a toujours les moyens et il y a aussi le temps. Vous ne pouvez pas s'aimer un maïs aujourd'hui et récolter le même jour. Non, le temps, c'est ce que nous, on n'a pas. Il y a tellement de choses à réparer. Je vous ai donné un chronogramme. Le mal est tellement profond qu'on a tellement besoin d'argent que... D'ici le mois de mai et juin, Atis Kabongo ou pas, le ministère de l'Environnement signera un grand contrat avec la Banque mondiale pour vente de crédit carbone. Et nous pouvons aller jusqu'à 97, pour ne pas parler de 97 millions de dollars que la RDC va bénéficier de cette activité liée à la séquestration du CO2. Voilà, ce sont des avancées. Je vous dis, le travail a commencé quelque part, mais bientôt nous allons arriver à un résultat. Voilà, c'est pourquoi je vous dis qu'au niveau du ministère de l'Environnement, nous avons fait des avancées dans presque plusieurs domaines. Nous avons initié un projet qui est en cours d'installation dans toutes les entreprises de la place, les unités de traitement des eaux usées. Vous savez très bien que ces eaux usées à travers notre République sont lâchées de n'importe quelle manière dans nos cours d'eau, dans nos rivières. Et ces eaux de la RDC sont consommées parfois dans des milieux ruraux directement sans passer par un traitement. Maintenant, nous avons mis en place un programme avec un grand partenaire, Congo Pollution, pour installer les unités de traitement des eaux usées dans toutes les entreprises à travers toute la République. Le projet est en cours d'être exécuté. On voit que... Donc je peux vous citer... En 3 mois, vous avez réussi à faire beaucoup de choses quand même. Oui, nous avons quand même travaillé. C'est un problème de la continuité, c'est ça.
Vous aimeriez bien continuer sur Pas moi, je veux que la République continue. Mais c'est toujours mieux que quelqu'un qui a imposé une sorte, qui a donné l'impulsion puisse continuer. Et c'est ça aussi qui pose problème. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, mon problème, c'est la continuité. Nous réfléchissons, c'est toujours mieux. Quelqu'un qui a amorcé un projet, jeter les jalons d'un projet, puisse aller jusqu'à la fin. Comme ça, il y a une certaine cohérence. Vous aimeriez Pas bien. Nécessairement. Pourquoi je conteste un peu votre affirmation? Parce que au niveau même du projet, madame, nous avons mis des garde-fous. Nous avons placé des fondements qui feront que, même si nous ne sommes pas là, que la République continue et que le projet demeure. Je vous donne un exemple. Nous avons lancé un projet de l'extraction de l'huile essentielle à Kinzono, à 200 km de la ville de Kinshasa, vers l'espace Bandundu. Ce projet est en action maintenant avec notre grand partenaire Watiko, un partenaire australien. Écoutez, nous allons vite produire cette huile essentielle qui est aujourd'hui commercialisée dans le monde. Le litre de cette huile tourne autour de 2 à 3 000 $ américains. Voilà, un tel projet ne peut que vivre au bénéfice de la RDC, non au bénéfice des individus. Donc nous voulons pérenniser le système et non les individus. Voilà. Quand on parle de l'environnement ici, certes, on parlera de l'assainissement, on voit la forêt, mais on voit cette énergie, c'est comme si la RDC n'arrive pas à capitaliser le soleil qu'il a pour essayer de produire une énergie. Et pourtant, il y a une carence à ce niveau-là. Qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce que vous avez trouvé par rapport à cette thématique, par rapport à l'énergie renouvelable qui peut pallier à... D'abord, pour bien arriver là, j'aimerais vous expliquer la problématique liée à l'environnement et le développement durable. Actuellement, notre pays a pris les engagements sérieux dans le monde en termes d'accompagner tous les pays du monde à travers la lutte contre le dérèglement climatique. Ces engagements nous obligent à respecter certaines conditions liées à l'accord de Paris que notre chef de l'État a signé et que nous attendons la ratification par l'Assemblée nationale. Nous luttons contre le dérèglement climatique sérieusement en RDC, mais nous luttons aussi contre la pauvreté. Parce que tous les pays qui ont pris ces engagements ont heurté un problème sérieux. Les populations du monde nous reprochent de mettre beaucoup de moyens dans la problématique climatique et appauvrir les citoyens du monde. Voilà pourquoi, cette fois-ci, à côté de l'environnement, il y a la lutte contre la pauvreté. À travers la lutte contre la pauvreté, nous avons accentué ce problème que vous venez d'évoquer de l'énergie renouvelable. Il y a déjà des experts congolais qui y travaillent. Je risque de vider votre émission si je m'étale là-dessus. C'est un sujet tellement passionnant, mais il y a des privés qui avaient déjà commencé dans le secteur, mais qui n'ont pas réussi à bénéficier d'un Oui, nous avons voulu mettre les choses un peu dans un cadre un peu plus étatique. Lorsqu'il y a des privés qui viennent ça et là, un peu d'une manière, excusez-moi de le dire, un peu désordonnée, la population ne sent pas l'impact direct de ce que l'exécutif est en train de faire. C'est pourquoi nous, en arrivant, nous avons voulu d'abord mettre en place des instruments nécessaires qui vont accompagner cette ambition de mettre en place un système lié à ce que la population congolaise puisse bénéficier de ce soleil à travers la technologie de captage de l'énergie solaire et transformation. Voilà, nous avons mis des instruments, c'est-à-dire il y a des stratégies qui ont été validées par des experts. Nous les avons transformés en deux projets de loi qui sont traités au niveau des commissions gouvernementales. Ça passera par l'Assemblée nationale. Si ces instruments sont validés, le chef d'État promulgue une loi là-dessus. Voilà, maintenant, il y a des mécanismes d'application qui permettront à ce que l'État lui-même puisse essayer d'œuvrer de la bonne manière pour rencontrer maintenant le besoin populaire. Mais si chacun vient à sa manière, dans son coin... partenariat public-privé. Privé, bien sûr, mais ça doit être encadré par la République, par le gouvernement. En attendant, il y a ces pays-là qui sont largement avancés par rapport à cette mais nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de... J'ai déploré ici la situation politique qui ne fait que détériorer les avancées économiques. C'est pourquoi nous prions tout haut pour dire que voilà, il faut que les politiques cessent un peu de tergiverser, madame. On parle tout de suite de cette politique. Voilà.
parce que vous êtes également député UDPS, vous avez choisi votre camp à l'époque, hein, en acceptant de participer au gouvernement Badibanga, d'abord en acceptant de siéger, quand bien même on vous avait interdit, et en participant au gouvernement Badibanga. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir été rôlé quand même par vos partenaires de la majorité? Je comprends mal d'ailleurs votre question et vous transmettez très mal le message par votre question, madame. Rouler de quelle manière? Vous signez un contrat, écoutez, madame, 3 mois après, on vous dit merci, au revoir, on prend quelqu'un d'autre. Mes électeurs de Katanda ne sont pas allés le 28 novembre 2011 voter quelqu'un qui devrait être roulé. Ça, c'est trop fort. C'est une déclaration forte. C'est l'impression que ça donne. Non, écoutez, le contrat social... C'est un mariage qui ne dure que 3 mois et le partenaire résilie le contrat. Le contrat social avec notre peuple, c'est lequel la population congolaise a pris ses droits, leurs droits de vivre sur cette terre, l'ont transmis dans des individus qui sont des élus pour que ceux-là transforme ces droits en devoirs qu'il faut apporter vers cette population pour équilibrer la vie sociale. Et vous, vous dites, vous n'allez pas le faire. C'est ça ce que vous me dites. Donc, les Congolais se mettent ensemble, ils disent nos droits de scolarité, nos droits de la santé, nos droits de mieux vivre, d'accoucher, tout ça. Nous le classons comme un pouvoir à travers Madame Élisée Odia, qui doit l'exercer pour le bien de la vie communautaire. Et Madame Élisée dit non, moi je ne vais pas le faire. Donc c'est mettre de l'opprobre sur cette population qui s'est réveillée un bon matin pour signer ce contrat social par les élections, madame. Quand on ne vous donne pas le timing qu'il faut, parce qu'on vient de voir ici, hein, il y a tellement des projets en élaboration, quand on ne vous donne pas le timing. C'est pourquoi je vous dis, il faut quitter, il faut faire quitter le débat de la République sur les individus et parler de la République, rien que la République. C'est lié aux individus. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une culture de la continuité. Écoutez, regarde, aujourd'hui, madame, nous saluons aujourd'hui l'élégance politique de Sami Badibanga Keïta, le Premier ministre sortant, qui a démissionné. Qui a démissionné en toute tranquillité. C'est un grand homme d'État, je le félicite. Franchement, laissez-moi le dire. Madame Odia, je vous dis, Sami Badibanga a posé un acte que tout le monde ne s'y attendait pas. Ça, excusez-moi de le dire, même notre héros national, Lumumba, en 60, il était incapable de faire ce que Badibanga a fait aujourd'hui. J'assume ma déclaration, madame. Après avoir entendu le discours du chef, il n'avait pas beaucoup le choix. Hein? Badibanga n'était pas nommé. Badibanga n'était pas de la majorité présidentielle. Il a acquis ce poste de Premier ministre par un compromis politique. Ça le mettait dans une situation confortable. Il pouvait faire toutes les manœuvres possibles. Mais quand le chef dit du haut de la tribune, dans 48 heures, on n'a pas d'autre choix que de... Joseph Kasavubu avait dit à Lumumba de démissionner, vous vous rappelez? Sauf que Sami n'est pas Lumumba. Hein? Voilà, c'est ça ce que j'ai dit. Il s'est dépassé plus que Lumumba. Il n'a pas réussi à arracher l'indépendance. Hein? Non. Il a réussi à faire passer notre pays le 19 décembre dans un climat de paix. Ça, il faut le reconnaître. Ça, il faut le reconnaître. Sami Badibanga, c'est un grand homme d'État. Il faut le remercier. Il faut jeter des fleurs à quelqu'un lorsqu'il est encore vivant. Il a posé un acte de bravoure, un acte héroïque. Nous devons lui reconnaître. Les Congolais lui doivent ne fût-ce qu'un remerciement. Aujourd'hui, tout est allé normal. Il y a aujourd'hui un Premier ministre issu du rassemblement. C'est parce que Badibanga a démissionné. Donc, je voulais vous dire que les politiques que nous sommes, nous devons comprendre que, quels que soient nos problèmes politiques, nous devons permettre à la République de continuer et d'exister normalement. Vous vous rappelez que la Belgique a fait 3 ans sans un gouvernement. Avec une bonne administration. Mais tout y allait. Avec une bonne administration. Voilà, c'est ce que nous, on n'a pas, donc on ne peut pas se comparer à la Belgique.
Pourquoi pas, madame? Parce qu'ils ont une bonne administration assez ferme, assez souple, Nous assez avons aussi crédible. une bonne administration. C'est un problème. Je signale qu'il y a grève au niveau des affaires étrangères. C'est ce que j'ai dit. C'est un problème des animateurs. Donc des individus. Donc voilà. vous comprenez donc, que les individus ont une part de responsabilité dans la marche de la République. Il faut qu'on y arrive à pérenniser la République et à enlever la culture individu qui fait problème aujourd'hui. Surtout au niveau de l'UDPS, ça fait problème. Je parle de la classe politique. On parle des différents problèmes, la classe politique, mais au niveau de l'UDPS, ça fait encore plus problème. Parce que on se retrouve là avec un Premier ministre issu de l'UDPS qui vient d'être remplacé par un autre Premier ministre issu de l'UDPS, mais toujours contesté. On se dit, comment ça fonctionne? Vous êtes ça dedans. La tragédie. C'est ce que nous déplorons. Non, non, mais c'est ce que nous déplorons. J'ai dit tout haut, c'est ce que nous déplorons tous. C'est un problème sérieux qu'il faut... Moi, je pense qu'il est temps que nous puissions nous réunir, nous, cadres de l'UDPS, d'abord penser à ce grand parti. Parce que ça ne va pas, madame. Ça ne va pas. C'est chaque jour que ce même problème, ce même débat, c'est devenu presque une routine. Ce n'est pas normal. Le pays va mal. Nous devons, une fois de plus, nous, de l'opposition, nous, de l'UDPS, essayer un peu de mettre un peu de l'eau dans nos vins et voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que c'est devenu un système et qui nous fragilise. Ça, je dois l'avouer, ça nous fragilise, ça ne nous avance pas. C'est une stratégie mise en place par la majorité pour essayer de désintégrer l'UDPS, vous pensez? Moi, je suis de l'UDPS, madame. J'étais député national, je suis ministre aujourd'hui sortant, bien sûr, tel que vous l'avez dit. Je n'ai jamais eu un contact de quelqu'un de la majorité qui m'a dit, monsieur le ministre, monsieur le député national, monsieur membre de l'UDPS, nous voulons déstabiliser votre parti par telle stratégie. Non, nous devons être responsables, madame. Ils ne diront pas tout. Non, mais je suis là. Je n'ai jamais eu, moi, ces contacts-là. Je ne défends pas le camp de la famille présidentielle. C'est à vous de mettre des garde-fous pour ne pas... Voilà, c'est un problème de nous-mêmes. Nous devons nous regarder en face, parler du parti, trouver une solution interne. Parce que, écoutez, même un voleur qui veut voler chez vous, madame, à la maison, il va y parvenir que s'il trouve la porte ouverte. C'est ça le problème. En même temps, il y a tellement de portes ouvertes à l'UDPS. C'est ça le problème. C'est pourquoi j'ai dit le parti a besoin d'être redynamisé. Je lance un appel à tous les cadres de l'UDPS. Avec la disparition de notre grand leader, nous devons vraiment nous unir et regarder tous dans une même direction et voir que le parti est au-dessus de tout le monde. Ce n'est pas un jeu des individus. Il faut qu'il y ait un dépassement entre nous. Il faut que l'on arrive à s'accepter. Qui doit donner cette impulsion? Parce qu'il s'oppose. C'est ça le problème. Quand vous dites qui... Mais justement, c'est pas tout le monde. C'est pas... Il doit toujours avoir quelqu'un. L'UDPS existe. Sinon, on n'aurait même pas un président de la République. C'est ça le problème. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui donne l'impulsion. C'est ça le problème. À votre avis, qui peut être cette personne? Qui peut remplacer? Ça peut être Atis Kabongo. Je ne vais pas entrer dans un débat sur les individus. Je ne vais pas placer quelqu'un un peu plus haut. Je vais placer le parti plus haut que les individus. Nous devons nous réunir. Nous devons échanger. Nous devons nous regarder en face. Le parti est organisé. Il y a des structures qui animent les organes du parti. Il y a des fédérations. Il y a le secrétariat général qui est géré aujourd'hui par Jean-Marc Kaboun. Il y a toute une administration qui fonctionne. Je pense que c'est le moment que l'UDPS puisse vraiment se réorganiser. Parce que ça ne va pas. Vous pensez comme cela? Etienne Tshisekedi n'est pas remplaçable facilement, nous le savons, mais nous avons un travail à faire à l'interne. Sinon, nous irons en tour de Babel et ça nous fragilise, madame. Vous pensez comme certains que l'UDPS est prise en otage? Moi, je pense que les cadres de l'UDPS doivent se regarder, se parler et ramener le parti dans une bonne ambiance de travail comme avant, pendant que le président Tshisekedi était vivant. On reparle quand même de ce nouveau gouvernement. Quelle chance vous donnez?
au gouvernement Bruno Tshibala? Écoute, madame, donner la chance ou pas, restons un peu dans la logique des choses. La logique est que nous voulons aller aux élections. C'est ça la logique. C'est ce qui nous complique en tant que pays jusqu'aujourd'hui. C'est ça. La chance ou pas, Bruno Tshibala a une mission, c'est d'amener le peuple congolais aux élections. La même que vous, la même mission que vous aviez. Bien sûr, oui. Donc il n'est pas à l'abri, il n'est pas non plus irremplaçable. Donc on pourquoi, peut passer 3 mois et remplacer Tshibala. Je répète que je fais mes reproches à la classe politique congolaise qui est en train de tergiverser autour des appétits politiques inutiles, madame, au lieu de regarder la République comme un but à atteindre, au lieu d'avancer, au lieu de progresser tout droit vers la solution. Parce que la solution ne viendra que des élections. Les élections avec quels moyens? Parce qu'on a entendu madame, je dois vous rappeler que la machine électorale est en marche. Il y a maintenant plus de 30 millions d'enrôlés, madame, je vous signale. Le gouvernement Badibanga a travaillé, bien sûr, et à chaque instant, le Premier ministre Badibanga sortant veillait scrupuleusement sur la machine électorale. Vous pouvez appeler les animateurs de cette institution d'appui à la démocratie, ils vous diront que tout va de soi. Les élections auront bel et bien lieu. En quelle date encore? Il appartient à la CENI de publier le calendrier. Même si l'accord de la Saint-Sylvestre prévoit parle du mois de décembre. Et le chef de l'État s'est abstenu de donner le camp. Ce n'est pas le chef de l'État qui dit le calendrier. Je vous rappelle que c'est la CENI qui va publier bientôt un calendrier électoral et tout le monde, nous allons nous référer à ce calendrier. Est-ce que l'accord de la Saint-Sylvestre contraint la CENI à publier ou à organiser des élections avant cette date-là? Madame, je tiens à dire tout haut que la question électorale est liée à deux problèmes. Il y a un problème politique, il y a aussi un problème technique. Je ne suis pas de la CENI. Je vous répète que la CENI travaille d'abord sur le plan technique. La CENI va au moment opportun nous dire que techniquement, voilà, nous pouvons tenir le scrutin tel jour, tel mois, telle année. Mais du moment où tout le monde ne Mais en tenant compte bien entendu, donc il n'y a pas une certaine contrainte, non? Vous ne pensez pas par rapport à l'accord? Est-ce que la CENI n'a pas une contrainte? Nous faisons foi et nous avons confiance à nos techniciens, en commençant par le président de la CENI, M. Kornenanga, qui fait preuve vraiment du professionnalisme exceptionnel. Vous avez vu comment la machine électorale est en mouvement. Nous pensons qu'il a la chose dans ses mains. Nous croyons qu'il va faire un bon travail. Nous ne pensons pas qu'il est tenté de faire les choses par contrainte. Non, c'est un bon technicien. J'ai assisté à ses exposés au niveau du dialogue de la Cité de l'Union africaine, même à la CENCO, tout ça, nous avons suivi comment il explique avec brio la problématique électorale à la fois du côté politique et du côté technique. Et du côté financier. C'est un bon technicien, même et financier. Du côté financier, vous pensez, c'est... voilà, on ne va pas tout dire, pas le 1 milliard, mais du côté financier, est-ce qu'aujourd'hui la RDC, avec la morosité que présente notre économie, est à même d'organiser seule les élections, quand bien même c'est une question purement interne? Les élections sont en train d'être organisées, madame, je vous le rappelle, et la machine est en cours, est en marche. C'est juste la révision, hein. Il reste beaucoup d'autres étapes. Hein. On va y arriver. Cette révision, elle est coûteuse. Elle nécessite des moyens. Est-ce qu'on en aura justement quand on tourne le dos à la communauté internationale? Je ne sais pas tourner le dos de quoi vous parlez, mais je constate, moi, ici au Congo, que les élections sont en train d'être organisées. La CENI fonctionne. L'enrôlement des électeurs a déjà commencé et est tenté d'aller jusqu'à la fin. Et nous aurons la convocation de l'électorat, madame. Je pense que les élections vont avoir bel et bien lieu dans ce pays. Pendant ce temps, il y a quelques poches d'insécurité, surtout dans le Kasaï. Ça pose problème, ça peut remettre en cause la faisabilité même de la tenue des élections, conformément par exemple à l'accord de la CENCO. Ce sont des faits sociaux normaux. Récurrent RDC quand même, ça partout, commence à faire... Madame, partout au monde, il y a des problèmes liés à des situations sociales
qui provoquent des incidents tels que dans le Kasaï aujourd'hui. Mais le gouvernement est là. Il y a l'autorité de l'État qui fonctionne chaque jour. Et je pense que le chef de l'État a déclaré devant le Congrès qu'une zone opérationnelle a été déclarée ou établie, je ne sais pas les termes militaires, dans le Kasaï. Il y a des opérations en cours. Je suis membre du gouvernement, je m'abstiens d'étaler. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, c'est Jonas Kananga, mais on sent que ça peine, on peine quand même à rétablir. Il faut y travailler, c'est un problème, madame. C'est comme si... un processus, comme vous avez madame, dit. je vous rappelle que Ben Laden avait frappé les États-Unis d'Amérique et ils ont eu tout le temps possible pour lutter contre le terrorisme. Cette lutte continue jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas au Congo, vous voulez que lorsqu'un problème se pose, qu'il y ait une baguette magique, madame. Sauf qu'ici, ça prend des années, ça prend 10 ans. Même en Amérique, madame, le terrorisme prend 2 années. C'est une situation que l'Amérique gère, même l'Europe. Autant voulu que ça prenne du temps, mais il faut faire quelque chose. Le pays ne va pas disparaître parce qu'il y a des foyers de tension dans le Kasaï. Je vous rappelle que le gouvernement travaille sérieusement sur cette question et nous espérons qu'il y aura des solutions. Par rapport à ça, et qu'on aura les élections, on va très bientôt terminer. On me fait signe du côté de la régie que le temps imparti est écoulé. Mais je voulais dire, est-ce que vous vous sentez concerné par le dialogue, l'accord de la Cinco, vous qui avez travaillé? Madame, il y a un problème. Dialogue de la Cinco, dialogue de l'OIA, ou un autre dialogue qui viendra, ou pas, le problème reste le même. Nous devons aller aux élections. Peu importe. C'est ça notre objectif, il n'y a pas d'autre. Si nous commençons à entrer dans toutes ces histoires, c'est pourquoi demain, ça sera quelqu'un d'autre. Après-demain, alors, le chef d'État va nommer... Le chef d'État va nommer tous les 80 millions de Congolais. Non, on est sûr que si on change demain, ça sera l'UDPS, au moins de ce côté-là. Je pense que nous sommes tous en train de chercher à ce que notre pays puisse revenir sur le chemin démocratique à travers l'organisation des élections libres, transparentes, crédibles et surtout apaisées, acceptées par tous. Quel conseil, très rapidement, il me reste 2 questions, quel conseil donnerez-vous, parce que vous aviez travaillé pendant 3 mois au gouvernement Tshibala, quelles sont les choses qu'il doit ou ne doit pas faire pour essayer d'atteindre son objectif? Je serais peut-être mal placé de conseiller un Premier ministre, le travail qu'il doit faire, Bruno Tshibala, que je félicite pour sa nomination. C'est un grand monsieur, il a du pain sur la planche, mais il doit travailler sérieusement. Dans quel domaine plus précisément? La mission de son gouvernement est claire, ce sont les organiser les élections et améliorer les conditions de vie des citoyens congolais à travers une bonne politique de la gestion de toutes les potentialités congolaises qui peuvent produire. C'est ça, il faut que le pays produise. C'est pourquoi je vous ai évoqué quelques cas de projets et partenariats que nous avons entamés au niveau du ministère de l'Environnement pour permettre au pays de produire. Ce qui fait des fois, c'est la production, madame. Sauf qu'il n'est pas déjà aussi son problème, ou ce qui risque d'être son maillon faible, c'est le fait qu'il ne bénéficie pas trop de ce soutien au niveau international. Ça pose problème. Madame, je vous dis ceci. Tout pays qui s'est développé dans le monde ne s'est jamais appuyé sur l'aide extérieure. Tout développement doit être d'abord endogène. Il y a eu le plan Marshall pour l'Allemagne. Je vous dis... Ça a permis quand même à l'Allemagne de... Le plan Marshall a pris source d'abord à l'interne, pas à l'externe. Donc, si jamais nous mettons en valeur nos potentialités, si nous produisons ici au Congo, je pense que nous aurons une réponse à nos problèmes et à nos questions. Atis Kabongo n'est jure que par les élections, vous pensez vous présenter et sous quelle liste? Je suis politique, le moment venu, vous le saurez. Sous quelle liste vous avez une idée? Je suis politique, je suis membre de l'UDPS, je le reste. Mon parti est très bien organisé. Nous allons résoudre nos problèmes internes et j'irai aux élections. Je vous le dis. Sous quelle liste? Je vous dis au moment opportun, mon parti le décidera. Mon parti a des organes qui décident. Il n'appartient pas à Atis Kabongo de dire qu'il ira sur quelle liste. La décision viendra au moment opportun à travers les organes compétents de mon parti.
Merci beaucoup d'avoir été de notre ce soir. C'est moi qui vous remercie, Je Madame remercie Élise. les téléspectateurs. Vous étiez nombreux à nous appeler et à nous suivre. Écrivez-nous, appelez-nous pour vos réactions, vos propositions, vos suggestions. On sera toujours là pour vous. Je rappelle que nous avons reçu pour vous Atis Kabongo, ministre sortant de l'Environnement et Développement durable. Nous avons passé en revue l'actualité ici en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, très heureuse d'avoir été de votre et très heureuse pour vous d'avoir été de nôtre ce soir. On se dit au revoir, on se donne rendez-vous dimanche prochain avec un autre numéro, avec certainement un autre invité pour d'autres analyses. Au revoir et à très bientôt.